Fabrice, vous avez la parole, même si j'imagine que peut-être les interactions vont continuer. Merci. Alors effectivement, en matière de transmission de patrimoine, donc, on va voir trois aspects. Si vous voulez bien, on va faire quelques rappels d'abord. Ensuite, on parlera de ce qui a fait couler un peu d'encre en fin d'année, c'est-à-dire la donation-précession. Et puis, on essaiera de dessiner les nouvelles stratégies de transmission pour l'année 2013. Donc, en matière de transmission de patrimoine, quelles sont les modifications, si on essaie de regarder sur une brève période, quelles sont les différentes modifications qui sont intervenues? D'abord, cet été, fixation de l'abattement en ligne directe à 100 000 € en lieu et place en fait, de l'abattement antérieur qui était 159 325 €. Ensuite, il y avait des réductions de droits, ça c'est le plus ancien, mais il y avait des réductions de droits en fait, qui accompagnaient les transmissions et qui pouvaient aller jusqu'à 50% pour des donations en pleine propriété avant 70 ans. Toutes les réductions de droits ont été supprimées, sauf dans un cas qui est justement la transmission d'entreprise à opérer en loi Dutreil. Ensuite, les deux dernières tranches du barème des droits de mutation à titre gratuit en ligne directe, c'est-à-dire entre parents et enfants, ont été majorées de 5%. Donc elles sont passées respectivement à 40 et 45%. Par symétrie, on a augmenté aussi, au-delà d'un certain montant, on a augmenté le montant du prélèvement opéré sur les contrats d'assurance vie au titre de l'article 990I, qui lui aussi peut s'établir à 25%. Le barème, il avait été pris l'habitude, vous savez, ce barème des transmissions en ligne directe, de le réactualiser tous les ans. Et bien désormais, en fait, il est gelé, ce barème. Ensuite, le délai de rappel des donations antérieures à l'occasion d'une nouvelle donation a été dans un premier temps passé de 6 ans à 10 ans, puis désormais, en fait, de 10 ans à 15 ans. Donc, c'est quoi le rappel? Alors, le rappel, oui, je peux expliquer. Alors, le rappel, c'est que lorsqu'on fait dans une période de temps déterminée, en l'espèce maintenant 15 ans, lorsqu'on est amené à faire plusieurs donations successives, eh bien, au moment d'établir la taxe, c'est-à-dire de calculer le montant des droits de mutation à titre gratuit dus sur la nouvelle donation, on doit regarder dans le rétroviseur et regarder les opérations de donation qui sont antérieures sur une période donc de 15 ans. Et ces donations antérieures, elles ont consommé soit de l'abattement, soit des tranches du barème progressif des droits de mutation à titre gratuit, eh bien, à l'occasion du calcul des droits pour la nouvelle donation, eh bien, on reprendra le train en marche en matière d'abattement et de tranches progressives du barème. C'est ça le rappel fiscal. Alors, deuxième point, le psychodrame de la donation-précession. Vous savez, la donation-précession, c'est un des mécanismes qui permet, à l'occasion d'une cession de titres qui porte de fortes plus-values, d'associer éventuellement ses enfants, des donataires, donc, à la réalisation de ce gain familial en réalisant à leur profit une donation. Cette donation intervenant avant la cession. Voilà, qui est très utilisée effectivement en pratique. Alors la question maintenant, c'est est-ce que c'est encore envisageable de procéder à une donation-précession? D'abord, pour répondre à cette question, il faut savoir si c'est toujours pertinent fiscalement. Parce que Laurent nous l'a dit, il y a une augmentation en fait, des droits de l'impôt de plus-value et puis il y a une augmentation des droits de mutation à titre gratuit, nous venons de le voir. Parce qu'il faut être clair, hein, la donation-précession, c'est un intérêt essentiellement fiscal. Hein. Mais la question qui se pose, c'est de dire est-ce que je vais céder d'abord puis transmettre après le produit de la vente, ou est-ce qu'il faut mieux que je transmette d'abord et que je cède après? Donc c'est ça l'intérêt, et en général on s'aperçoit qu'il faut mieux transmettre d'abord et céder après. Le fait qu'il y ait un intérêt fiscal à procéder dans un sens plutôt qu'un autre n'est pas un problème en soi. C'est-à-dire que le contribuable a le choix de choisir la voie la moins fiscalisée, dès lors que la donation est réelle, qu'il y a bien une transmission et que tout est en règle. Donc on est bien dans une recherche d'optimisation fiscale sans nécessairement qu'il y ait un abus fiscal. Absolument. Alors, pour savoir si c'est toujours pertinent fiscalement, d'abord, effectivement, il y a plus de droits de transmission, on l'a vu, hein, suppression des réductions de droits, diminution de l'abattement en ligne directe, augmentation du délai de reprise, augmentation des deux dernières tranches du barème des droits de mutation à titre gratuit. Mais aussi, Laurent l'a rappelé, il y a davantage d'impôts de plus-value. Donc quand on compare les deux taux, on voit que les deux taux en fait, de pression fiscale ont eu tendance à augmenter. Et notamment, il y a une myriade de dispositifs d'impôts d'exonération ou de taxation à l'impôt de plus-value que Laurent a commenté, qui ont été créés. Alors on va prendre Vous avez un petit exemple voilà, pour essayer de savoir si finalement c'est toujours pertinent ou pas. Donc c'est l'exemple de M. King, qui est un chef d'entreprise, qui est un entrepreneur talentueux. Il a 2 enfants, il s'apprête à vendre sa société et il souhaite à cette occasion transmettre à ses 2 enfants l'équivalent de 3 millions d'euros, mais en nue propriété avec réserve d'usufruit. Il veut garder un peu de contrôle sur les biens qu'il aura transmis et puis il veut conserver des revenus qui vont accompagner sa cessation d'activité professionnelle. Donc on compare finalement 2 situations.
Partie gauche, colonne de gauche, une donation qui a lieu après la cession. Donc ça veut dire que M. King vend ses titres, il paye son impôt de plus-value, ensuite il donne, et là il paye des droits de mutation à titre gratuit. Donc rapidement, le prix est de 3 millions d'euros. Il commence par payer un impôt de plus-value au taux de 38,5, c'est-à-dire l'impôt de plus-value plus la CEHR. Il bénéficie du régime des pigeons, qu'a évoqué Laurent tout à l'heure, et puis ensuite il paye des frais et droits de la donation sur le net en poche, de sorte que familialement, il reste 1 643 000 euros. Et puis, deuxième partie en fait du calcul, cette fois-ci, M. King commence par faire une donation, et ensuite, donc donation en nue propriété avec réserve d'usufruit, portant sur les titres de sa société, et puis ensuite, avec ses enfants, devenus nus propriétaires, ils cèdent ensemble les titres de la société. Donc la donation porte cette fois-ci sur 3 millions d'euros, mais on va scinder en fait cette donation avec une fraction qui va être donnée en nue propriété et une partie qui va être donnée en pleine propriété, permettant aux enfants finalement de financer deux types de dépenses. D'abord, en fait, ils vont financer le coût de la donation en elle-même, donc le montant des frais et droits de la donation, et ils vont financer aussi l'impôt de plus-value qui aura été réservé sur l'usufruit conservé par M. King. Parce que quand je donne en pleine propriété, je vais purger 100% de l'impôt de plus-value. En revanche, lorsque je ne donne que la nue propriété, je ne vais purger la plus-value que sur ce que j'aurais donné, c'est-à-dire la nue propriété. De sorte qu'il y aura toujours une plus-value au jour de la cession à payer sur l'usufruit. Et cette plus-value, nous dit-on, c'est le nu propriétaire qui doit la payer, sauf qu'il faut bien lui donner la trésorerie pour qu'il puisse assumer cette charge. Donc on lui donne ici l'équivalent de 750 000 euros qui vont permettre d'autofinancer ces deux coûts pour les deux nus propriétaires concernés. Donc le montant des droits de mutation à titre gratuit, donc des droits de donation dus, est de 506 000 euros. Ensuite, il y a au moment de la cession, eh bien, la nue propriété, la donation a opéré une purge sur l'impôt de plus-value sur la nue propriété. En revanche, il reste une plus-value à devoir sur l'usufruit qui représente 244 000 euros à la charge en fait des nus propriétaires qui ont, rappelons-le, la trésorerie pour le faire. Net en poche familiale, qu'est-ce que ça donne? Finalement, il récupère ici 2 250 000 euros. Au passage, en fait, on précise que dans ce deuxième cas, les enfants, en fait, eux ne bénéficient pas de la taxation réduite des pigeons. C'est-à-dire qu'eux vont être taxés au taux de 62,5% parce qu'ils ne valident pas, eux, les conditions en fait, de détention des pigeons, puisque les titres, par hypothèse, ils viennent de les recevoir quelque temps plus tôt à l'occasion de la donation. Donc on voit que, tout confondu, malgré tout, il y a une différence en fait, de 607 000 euros, toujours en faveur de la donation pré-cession. C'est quand même pas rien, hein, ça fait quand même plus de 20% du montant transmis, donc ça veut dire que le dispositif garde son intérêt malgré tous ces changements? Absolument. Le dispositif est tout à fait, au plan fiscal, à ce stade, il est tout à fait effectivement pertinent. Après, la question, c'est de savoir quelles sont les limites. Est-ce qu'on peut toujours utiliser cela? Ce serait trop simple. Il y a aussi un intérêt induit, hein, c'est que ça incite les chefs d'entreprise à faire des enfants. Ça, c'est pas mal déjà en soi. Oui, mais on sait que cette année sera aussi celle de la politique familiale, donc c'est juste une anticipation. Alors après, quelles sont les limites en fait, de ces schémas? Les limites ne sont pas nouvelles. C'est le respect d'une parfaite chronologie. Il faut bien que la donation ait lieu avant la cession, donc il faut éviter la concomitance des opérations, bien entendu, et c'était d'ailleurs ce qui était visé par le texte dont on va parler dans quelques instants. Et puis, deuxièmement, il faut éviter une récupération des biens donnés. Alors, il ne faut pas qu'il y ait de réappropriation par le chef d'entreprise de ce qu'il leur a transmis. Finalement, c'est l'adage donner et retenir ne vaut. Ici, en fait, ces deux conditions ont été validées par une jurisprudence, tant du comité de l'abus de droit qu'un arrêt en fait, du Conseil d'État en date du 30 décembre 2011. Alors, maintenant, il y a un passé récent qui est assez mouvementé sur ces opérations de donation pré-cession, et là, on essaie de le décomposer en plusieurs temps. Premier temps, en fait, les gens de Bercy proposent en fait en Conseil des ministres le 14 novembre un projet visant à réformer en fait ces opérations de donation pré-cession qui prévoyait initialement que la donation étant intervenue moins de 3 ans avant la cession n'opérerait pas de purge de la plus-value. On ne pourrait comptabiliser dans le calcul de la plus-value que les droits supportés effectivement par les donataires. Le gouvernement retient dans sa séance du Conseil des ministres du 14 novembre un délai finalement de 2 ans. Ensuite, temps numéro 2, il y a un débat parlementaire qui s'ouvre. À l'occasion de ce débat parlementaire, les parlementaires réduisent en fait le délai pour arriver à un délai de 18 mois. C'est-à-dire que pour qu'une donation pré-cession soit valide à cette date-là, il fallait en fait qu'elle ait lieu plus de 18 mois avant la cession.
Et puis temps numéro 3, décision du Conseil constitutionnel sur 2 motifs en fait, dont on vous a reproduit le texte ici, en date du 29 décembre, qui écartent en fait, cette disposition comme contraire en fait, à la Constitution. Les motifs, ils sont finalement assez logiques. D'une part, on impose entre les mains du donataire une plus-value en fait, qui était réalisée du temps du donateur. Et puis le deuxième motif, c'est de dire que finalement, ce n'est pas parce que la durée à opérer entre la donation et la cession ne peut à elle seule constituer en fait un élément exclusif de volonté d'éluder l'impôt. C'est ce qu'évoquait Laurent tout à l'heure. Alors, on voit, Fabrice, je rebondis sur votre... Oui, pardon, terminez peut-être, mais sinon on a envie, effectivement, vous employez le terme de mouvementé, on voit bien que le contexte l'est, ô combien. On a envie d'avoir vos conseils maintenant en termes de stratégie. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire au mieux? Voilà. Alors, il nous reste 10 minutes pour nous dire ça. Voilà. Quelles sont les stratégies en matière de transmission de patrimoine rapide? Merci. Alors, en fait, il faut suivre pour l'année 2013 2 réflexes de pur bon sens. D'abord, il faut éviter de soumettre les mêmes biens plusieurs fois au barème des droits de mutation à titre gratuit. Et puis le deuxième réflexe, c'est de privilégier, quand on le peut, le droit de partage au taux de 2,5% à la place des droits de mutation à titre gratuit. Donc, il va falloir faire preuve d'un peu plus d'adresse fiscale. Et pour ça, en fait, on va ouvrir la boîte à outils du juriste. Parce que la loi portant réforme des successions et libéralités de 2006 donne en fait des outils nouveaux qu'on va balayer très rapidement. Alors d'abord, en fait, on va éviter les doubles taxations, je disais, en sautant une génération. L'outil ici, c'est la donation-partage transgénérationnelle. C'est le réflexe numéro 1, c'est-à-dire qu'à l'occasion d'une donation, on peut vouloir associer des enfants et des petits-enfants. C'était possible de faire des donations à ces petits-enfants avant, mais simplement l'intérêt de loger ça dans une donation-partage transgénérationnelle, c'est que ça va être totalement sécurisé parce que dans une donation-partage, on gèle le compteur de la comptabilisation à opérer de ces dons au jour où s'ouvre la succession du donateur. Alors comment, pour prendre un petit exemple, oui, c'est Laurent. Toujours précieux. Oui. Voilà, c'est Laurent qui a 2 enfants, Rémi et David. Et puis il veut leur donner à chacun, effectivement, une fraction de son patrimoine. Rémi, qui a déjà réussi dans sa vie et puis qui a déjà un patrimoine constitué, souhaite passer ses tours en faveur de ses 3 propres enfants. Donc, dans le cas d'une donation-partage transgénérationnelle, Laurent va donner à un enfant, David, et puis la part de Rémi, Rémi va passer son tour en faveur de ses 3 enfants, tout ça opérant dans le cas d'une donation-partage. Fiscalement, comment ça se passe? David va avoir son abattement de 100 000 €, et puis chacun des petits-enfants va avoir son abattement compte tenu du lien de parenté existant avec le donateur, c'est-à-dire Laurent, 31 865 €. Quel est l'intérêt du dispositif ici, fiscalement? C'est tout simplement qu'on a évité une double taxation, qui est une taxation de Laurent vers Rémi, son fils, puis de Rémi vers ses propres enfants. On évite une double taxation. Après, il y a un petit regret, c'est qu'on aurait pu être plus gourmand, c'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer que, comme l'abattement de Rémi était laissé vacant, puisqu'au fond, il ne reçoit pas dans la donation, chacun de ses propres enfants puisse récupérer et se partager cet abattement. L'administration n'est pas allée jusque-là. Néanmoins, il y a quand même un principe de neutralité fiscale qui est ici bienveillant pour ce type d'opération. Et il y a un outil qui permet de faire des montages, effectivement, qui peuvent correspondre à la stratégie d'un certain nombre de vos clients. Voilà, c'est la donation partage transgénérationnel. Ensuite, on va éviter, réflexe numéro 2, on va éviter des doubles taxations, cette fois-ci en désignant un bénéficiaire en second. Là, ça va être l'outil, ça va être les libéralités graduelles et résiduelles. Ça marche comment, ça? Alors, on va vous faire tout de suite un petit schéma. Voilà, le donateur, c'est Rémi, qui avait 3 enfants, et il décide finalement de donner à son tour à un de ses enfants, Alicia, à charge pour elle, à son propre décès, de retransmettre à un second gratifié, qui est Mélanie. Alors, il peut retransmettre la totalité, il peut imposer la retransmission de la totalité des biens reçus, c'est la donation graduelle, ou d'une fraction après l'utilisation qu'en aura faite Alicia, c'est la donation résiduelle. Voilà comment ça fonctionne. L'intérêt du dispositif, c'est qu'au moment de la seconde transmission, lorsque Alicia transmet en faveur de Mélanie par son décès, Mélanie est censée tenir ses droits directement de Rémi, de sorte qu'il n'y a pas de taxation compte tenu en fait, d'un lien de parenté existant entre Alicia et Mélanie, mais entre Mélanie et son père, donc pas en ligne collatérale, mais en ligne directe, si vous m'avez suivi. Et puis ensuite, le deuxième avantage, c'est qu'au moment de cette deuxième transmission, on pourra déduire les droits qui auront été payés en amont lors de la première transmission. Donc, réflexe numéro 3, on va éviter les doubles taxations en s'interrogeant sur l'opportunité de réserver ou de stipuler des usufruits. C'est vrai qu'on a le réflexe de se protéger en gardant un usufruit
ou de protéger ses proches en stipulant des usufruits en leur faveur. Mais au fond, à quoi bon conserver trop d'usufruits, et parfois un usufruit viager, si par exemple l'objectif est de donner aujourd'hui la nue propriété à l'un de ses enfants âgé de 18 ans, pour faire en sorte dans une dizaine d'années d'abandonner son usufruit pour faire en sorte qu'il devienne plein propriétaire. On sait que si on réserve un usufruit viager et qu'on le redonne ensuite, il faudra payer les droits, là où tout simplement nous aurions réservé un usufruit temporaire pendant une période de 10 ans, eh bien cet usufruit se serait éteint naturellement sans payer de droits de succession. Donc au moment de procéder à une donation, il y a une réserve d'usufruit, toujours se poser la question, est-ce que j'ai besoin de cet usufruit? Est-ce que j'ai besoin en fait, de le stipuler en faveur en fait, d'un autre usufruitier? Dans le vocable de l'entreprise, on dirait qu'il faut aller plus loin, plus finement dans la gestion du risque, quoi, dans le management du risque. Voilà. En fait, le réflexe, c'est quoi sur les 3 premières stratégies que tu proposes, Fabrice? C'est-à-dire, quand les taux augmentent, on travaille sur l'assiette. Sur l'assiette, exactement. Hein, donc il va falloir faire preuve d'un peu d'intelligence aujourd'hui pour éviter de payer des choses qu'on n'a pas payées si on arrive à réduire l'assiette. Absolument. Soit réduire l'assiette, soit éviter que la même assiette subisse plusieurs fois les droits, en fait. Et c'est ce qui risque de se passer d'une manière générale sur les impôts 2013. Hein. Oui. C'est-à-dire les taux augmentés, mais les assiettes vont diminuer. Alors, réflexe numéro 4. Ça, c'est un réflexe je l'adore, oui. de la sécurité routière. En fait, toujours regarder dans le rétroviseur avant de manœuvrer. Ici, en fait, l'outil, c'est la réincorporation transgénérationnelle. On va prendre peut-être le schéma tout de suite. Hop, voilà, ça va être tout de suite plus simple. C'est-à-dire que David, en fait, a 65 ans. Il a 2 enfants, Camille et Virginie. Il avait reçu en 1996, donc il y a plus de 15 ans, de Laurent, son père, une propriété qui vaut maintenant 3 millions d'euros. Il a 2 possibilités, David. Soit, en fait, effectivement, il redonne à nouveau cette propriété en faveur de ses propres enfants. Dans ce cas-là, le montant des droits à payer est de 825 360 €. Ça, c'est l'hypothèse numéro 1. Deuxième hypothèse, si Laurent est toujours en vie, on procède à ce qu'on appelle une réincorporation transgénérationnelle. C'est-à-dire qu'on va demander à Laurent de reformer un partage dans lequel David va passer son tour en faveur de ses propres enfants qui vont recevoir en ses lieux et places. Et dans ce cas-là, comme la donation a plus de 15 ans, eh bien, l'opération va être taxée au droit de partage à 2,5% au lieu de supporter les droits de mutation à titre gratuit. Si la donation antérieure avait eu moins de 15 ans, il aurait fallu, dans cette hypothèse, la soumettre, cette nouvelle donation, au droit de mutation à titre gratuit, mais quand même sous déduction des droits de mutation qui ont été payés lors de la première transmission. Donc la réincorporation transgénérationnelle, lorsqu'on veut faire une donation, c'est un réflexe qu'on doit, j'allais dire, systématiquement avoir, se dire finalement, est-ce que le bien que je m'apprête à donner, je le tiens lui-même d'une donation? Parce que si c'est le cas, j'ai peut-être intérêt à procéder à cette réincorporation transgénérationnelle. En clair, dès que je pousse l'étude d'une porte du notaire, il doit me demander si j'ai reçu le bien par donation et si mon père est toujours vivant. Exactement. Voilà. Il vous reste le temps, quelques minutes pour un 5e réflexe. Voilà, pour le dernier réflexe, en fait, c'est un réflexe, c'est de profiter de la fiscalité privilégiée en matière de transmission d'entreprise. Laurent l'a évoqué, il l'a effleuré tout à l'heure. 2 considérations, 2 grandes observations. D'abord, en fait, on avait des craintes sur la pérennité du dispositif Dutreil. Avec l'alternance intervenue au premier semestre, tout le monde se disait, mais au fond, est-ce que le dispositif Dutreil, qui est extrêmement bienveillant pour faciliter la transmission d'entreprise, va être un dispositif pérenne? Eh bien, ce dispositif, c'est le levier numéro 7 de la décision 26 du pacte de stabilité. Il a été précisé que le dispositif Dutreil serait pérennisé pendant toute la durée, cette fois-ci du quinquennat. Ensuite, on avait d'autres insécurités sur le dispositif Dutreil parce qu'il y avait plusieurs instructions administratives qui avaient été publiées et il manquait une instruction un peu de référence qui, elle, a été publiée le 9 mars 2012 et cette instruction figure désormais au BOFIP, qui est donc la base documentaire qu'utilise désormais l'administration fiscale sous les références qu'on vous a indiquées ici. Donc, en matière de transmission d'entreprise, avec le dispositif Dutreil, on a un dispositif qui, là, est pérenne et totalement sécurisé, donc on va pouvoir, bien entendu, utiliser. Alors, comment on va l'utiliser? Au lieu de reprendre le schéma d'utilisation des engagements loi Dutreil, on a préféré, finalement, vous donner un petit vadémécum avec quelques éléments de mode d'emploi. L'élément numéro 1, c'est de tout de suite en fait, établir sans tarder un engagement collectif de conservation de titres. Parce que l'engagement collectif de conservation de titres permet de faire courir le premier délai, en fait, qui est le délai de 2 ans, qui lui-même en fait, donne droit potentiellement à l'ouverture de l'abattement de 75%. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que pour comprimer en fait, ce délai de 2 ans,
Pour mémoire, on peut toujours en fait utiliser le bénéfice de l'engagement réputé acquis. Quand on valide toutes les conditions et que formellement on n'a pas signé en fait d'engagement, ce qui est malgré tout pas souhaitable bien entendu, mais lorsqu'on n'a pas formellement constaté cet engagement collectif, on peut essayer de s'accrocher sur ce bénéfice de l'engagement réputé acquis. Le troisième élément, c'est lorsqu'on procède à une donation dans le dispositif de la loi Dutreil en pleine propriété avant 70 ans, on a toujours une réduction de droit qui va se cumuler avec l'abattement de valeur de 75%. On a une réduction de droit de moitié. Donc ça, c'est évidemment un élément à avoir en tête. Quatrième élément, lorsqu'on souhaite... Avec tout ça, ça coûte combien de transmettre une entreprise? Alors, transmettre une entreprise, le taux marginal avant 70 ans va être de 5,6%. C'est-à-dire que quelle que soit la valeur de l'entreprise, même si elle vaut plusieurs centaines de millions d'euros, le taux marginal, en fait, le taux maximum sera de 5,6%, pleine propriété, avant 70 ans. Oui, donc on voit qu'effectivement, on reste dans un dispositif. C'est pour ça que vous pouviez effectivement parler de fiscalité privilégiée de la transmission d'entreprise, ce que vous disiez. Alors, là, on visait le cas d'une donation en pleine propriété. On peut aussi donner en nue propriété avec réserve d'usufruit. Ça, c'est tout à fait possible dans le dispositif de la loi Dutreil, mais il faudra dans ce cas-là accepter de voir les droits et les prérogatives de l'usufruitier limités statutairement au seul droit de vote portant décision sur l'affectation du résultat. Alors, autre élément qui vient se cumuler en fait au précédent, c'est le bénéfice du paiement différé fractionné. C'est-à-dire que ça coûte 5% en taux marginal de transmettre une entreprise, mais ensuite il est possible d'étaler le paiement de ses droits en 15 ans, en bénéficiant d'un différé de paiement pendant 5 ans et puis ensuite d'un fractionnement pendant 10 ans. Et tout cela a un taux, en fait, le taux de 2013 n'a pas encore été publié, mais pour mémoire, le taux de 2012, il était de 0,7% et il pouvait, ce taux, être encore réduit des 2/3 et donc être amené à 0,2% par an. Donc 15 ans pour payer avec un taux qui ne bouge pas, 0,2% pendant toute la durée. Et puis enfin, il y a des schémas un peu mixtes dans lesquels on souhaite transmettre à un enfant et puis en même temps on a besoin de récupérer un peu de trésorerie. Donc il est possible en fait d'actionner ces dispositifs de transmission en utilisant une holding de reprise et en faisant prendre en charge d'ailleurs la soulte due éventuellement pour procéder à un partage entre ses enfants par la holding de reprise. Ça, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire qu'on peut passer de 62% à moins de 5%, payer sur 15 ans. C'est un peu compliqué quand même tout ça à mettre en place, non? Oui, alors d'abord, ça mérite peut-être de se casser la tête. D'abord, ça peut être un peu paradoxal, effectivement, mais parce qu'on voit qu'il y a une taxation très forte, Laurent vous l'a évoqué, en matière de plus-value, de cession, donc de cession d'entreprise à titre onéreux. En revanche, les mutations à titre gratuit sont grandement facilitées. Alors après, un bon conseil, en fait, c'est de venir aux journées de la transmission d'entreprise qui ont lieu le 3 et 4 juin. Au Palais des Congrès, et je vous invite tous à rallumer vos portables un instant pour noter cette date sur vos agendas, puisque vous avez un petit flyer qui vous a été distribué à l'entrée sur les journées de la transmission d'entreprise où l'ensemble de ces schémas et dispositifs sont expliqués par les professionnels. Et vous y retrouverez entre autres notre duo de choc, que l'on peut remercier effectivement pour sa capacité de synthèse cette année encore. Merci, chers amis.